J'espère que ça vous a vendu du rêve. Ok, on va rentrer un peu dans... Là, vous avez vu concrètement tout ce qu'on est capable de faire sur chacun des petits collectifs, des petits territoires, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est ça qui fait peur au système qu'on combat. Et justement, je vais vous demander un peu à chacun de nous raconter votre histoire, de voir comment vous êtes né. Alors, vous l'avez déjà un petit peu fait, parce qu'évidemment, quand on parle de son collectif, on raconte toujours un peu son histoire, mais aussi des épreuves les plus dures que vous avez affrontées et des moments les plus forts que vous avez vécus ensemble, aussi en termes de victoire, de solidarité, etc. Alors pour pas refaire toujours les choses dans le même ordre, parce que c'est très pénible de commencer, de finir, etc. C'est à toi, Sarah, que va revenir la lourde tâche de raconter ton histoire en premier. J'espère que tu es prête. Allez, vas-y, à toi. J'allais prendre des notes sur ce que j'allais dire. Je vais vous partager ça. Alors, Énergie de Nantes n'est pas né, contrairement à certains projets, directement sur les ronds-points. Énergie de Nantes est née d'une volonté habitante de se réapproprier pas mal de pans de leur vie. Et donc ça s'est fait dans un mouvement municipaliste qui a eu pour ambition de prendre une place à la mairie. Donc à Nantes, nous c'était Nantes en commun. C'est un mouvement qui est mort depuis pour des raisons de différentes violences qui ont eu lieu et qui font aujourd'hui encore l'ADN de l'organisation d'énergie de Nantes. Je reprends l'histoire. Donc, dans Nantes en commun, il y a eu la volonté de se réapproprier tous les pans de la subsistance. Pour l'énergie, ça a donné, et comme pour d'autres, un travail d'enquête. Donc de rencontrer des personnes sur le territoire, des personnes qui étaient davantage en expertise sur la thématique, et donc de se poser les questions, ok, sur cet enjeu-là, à quel endroit on peut reprendre la main ? Et donc la question de la facture est ressortie, c'est le truc incontournable. Est-ce qu'il est possible de reprendre la main sur la facture ? Ok, il faut donc faire un fournisseur. Ok, est-ce que c'est possible ? Et le ministère de l'Énergie n'a pas su répondre non. Ils n'étaient pas foncièrement favorables, mais n'ont pas eu d'argument pour répondre que non, une association ne pouvait pas le faire. Et ça a quand même été 3 ans, 3 bonnes années pour obtenir 3 ans de négociations, de preuves à fournir auprès de ce ministère, de dossiers à monter, de camarades qui sont allés un peu en costard-cravate pour des réunions, pour défendre le projet et obtenir cet agrément qui aujourd'hui nous permet beaucoup de choses. Et en attendant, ça n'a pas été un collectif qui est resté 3 ans sans rien faire. C'est ok, pour la fourniture, c'est dans les tuyaux, on avance sur cette négociation avec le ministère. Et il y a eu la volonté du coup de continuer à faire des choses. Donc la production est apparue comme un autre levier possible. Donc ça s'est mis en mouvement sur la partie production. Ça a donné une grosse enquête terrain d'aller voir ce que le territoire était capable de produire comme kilowattheure en renouvelable. Et rapidement la piste des moulins est devenue sérieuse parce qu'elle paraissait vraiment à une échelle humaine réappropriable. Aujourd'hui on fait la maintenance nous-mêmes de notre moulin. C'est une petite unité de production. La camarade à ma gauche fait partie des moulinistes, comme on les appelle chez nous, voilà, qui font la maintenance de ce moulin et qui produisent des kilowattheures. Et donc voilà, un gros démarchage, une grosse enquête pour repérer des moulins et pouvoir en reprendre un et commencer à prendre ça. Et également, il y a eu différentes luttes habitantes, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, en soutien à des personnes qui avaient du mal à faire valoir leurs droits vis-à-vis des bailleurs sociaux. Et donc là, ça a été monter un peu un rapport de force en amenant de la médiatisation pour les soutenir et obtenir des gains de cause sur des questions de rénovation. Et peut-être on déroge un peu à la règle. Tu peux nous raconter, toi, pour la MDP, ce qui s'est fait avec Énergie de Nantes, le petit lien ? Ok, petite parenthèse. Du coup, à un moment donné, on avait un grand bâtiment, c'était génial, parce que c'était un ancien collège abandonné, où c'est 2000 mètres carrés. Genre là, on était sur du 1000 balles pour l'énergie. Enfin, du coup, on payait 1000 balles pour avoir de l'électricité. C'était incroyable. Enfin, on pouvait faire de l'accueil inconditionnel. Du coup, on avait invité tous les composants de la base, donc base d'action écologique et sociale, qui du coup réunit à peu près 30 à 40 collectifs dans l'écologie. Du coup, on avait essayé de faire une sorte d'entremêle entre le côté social et l'écologique, qui serait bien de ne pas continuer à les dissocier. Et du coup, de ce fait-là, finalement, on avait pu monter les premiers panneaux solaires à la Maison du Peuple grâce à EDN. Et du coup, notre première alliance a démarré à ce moment-là. Et depuis, nous sommes toujours là. Voilà.
Et la Maison du Peuple propose aujourd'hui de manière hebdomadaire des ateliers de réparation de batteries. On a eu un plan de récup de batteries plutôt nomade, un plan assez phénoménal avec beaucoup de batteries défectueuses, mais souvent avec 2 on en fait une, et pareil, les camarades de la NDP ont bien appris ça, et ça permet de les mettre pour des personnes qui n'ont pas forcément un logement raccordé tout bien, en complément. Je reviens sur l'histoire et ce qui a été mis en place. Donc, il y a eu ensuite, en parallèle de ces différentes luttes, cette production, cette négociation avec le ministère de l'Énergie qui finit par aboutir à l'été 2023. Ça y est, Énergie de Nantes pouvait devenir fournisseur. En parallèle, Énergie de Nantes, qui faisait partie du mouvement plus large de Nantes en commun, vivait des tumultes. Donc là, je réponds à ta question sur les épreuves. La plus grosse, finalement, a peut-être été humaine. Il y a eu des violences assez graves dans le mouvement, avec des prises de pouvoir, des abus. Et donc, Énergie de Nantes a failli ne pas survivre à ça, ne s'était pas suffisamment protégée dans le montage juridique, dans son assaut, tout ça. Ça a pu être traversé, et aujourd'hui, c'est un peu au cœur. Allons-y, faisons cette installation qui me déconcentre. Ces questions d'organisation collective, de soins, de lutte contre les systèmes de domination, aussi dans nos communs, de comment on s'organise, c'est maintenant quelque chose qui est au cœur d'Énergie de Nantes, qui, dans la manière de s'organiser, met en place beaucoup de choses pour faire attention aux rapports de pouvoir et aux violences qui pourraient advenir. Et donc c'est le point le plus atypique de cette organisation, de ce que je pratique dans les écosystèmes nantais. Il y a un focus très très fort sur la lutte contre les systèmes de domination, dans la manière dont on est entre nous, dont on s'organise, alors que sur le papier on parle de kilowattheures et d'énergie. Donc voilà, c'est pas forcément évident de deviner ça. Et si on arrive sur l'actualité toute fraîche, hier soir il y avait une grande assemblée à laquelle je n'étais pas. Y étais-tu ? Non. Toujours est-il que nous en sommes à 1 an de fourniture d'électricité, et on arrive à la possibilité, là ça y est, on a suffisamment rodé notre organisation et travaillé beaucoup de choses pour pouvoir proposer pour la première fois un tarif solidaire sur autodétermination pour une 15-20% de la population, et donc de notre communauté qui est en précarité énergétique, la possibilité de demander un tarif solidaire qui serait quelque chose qui est autour de 15% moins cher, et donc qui peut vraiment faire la différence. Voilà l'actualité. Je le disais, 2015, on en a marre de bosser à la défense, de gagner plein d'argent, et on a envie de devenir pauvre. Donc on crée une asso, c'est logique. Ça s'appelle Libre à toi. Le truc, je l'ai évoqué tout à l'heure, la petite phrase de Buckminster Fuller. On en avait ras le cul, plein de trucs. Et en même temps, on n'avait pas envie de faire comme d'autres qui sont des prescripteurs chiants. Donc nous, notre truc, c'était de dire libre à toi. Donc libre à toi de faire autrement pour bouffer, t'informer, etc. Et ce qu'on va faire avec cette petite asso, c'est de te donner quelques clés. Donc je reviens tout à l'heure, les grands voisins, le lieu, on commence à faire des confs, on fait donc les nuits debout pour la radio, tout ça, tout se monte tranquillement, on est 7 ou 8. Des gens que j'ai embarqués en fait dès 2014 d'une radio associative sur laquelle on faisait de la radio, et ça se passait pas forcément très bien pour elles et eux. Moi je l'avais quitté depuis un moment, et je leur dis écoutez, venez, vous n'avez rien d'autre à faire, donc on monte Libre à toi ensemble. Bon bref, on a fait. Et septembre 2016, enfin même pas, août 2016, appel à candidature de l'ARCOM, donc du CSA, ex-ARCOM, qui dit une demi-fréquence libère à Paris, etc. Je regarde mes camarades, je me dis tiens, si on le tentait. Et déjà, il y a un petit peu de point d'accroche parce que ça changeait du projet initial qui était à la base d'avoir un modèle économique tournant autour de la gestion d'un lieu, de la production de contenu à la fois audio et de conférences. Là, c'est un tout autre projet de créer
une radio. Mais bon, ça reste assez fun de remplir un dossier de cet ordre, surtout quand il n'y en avait pas eu depuis 1992. Donc on s'y met et pendant 2 mois on réfléchit à ce qu'on pourrait raconter au CSA. Et donc on crée un dossier auprès de l'ARCOM. Maintenant, c'est très simple, hein, vous avez une partie éditoriale, une partie économique, donc voilà. Et l'idée, on propose au CSA donc Cause Commune, la radio des communs. Voilà. Un projet éditorial, un modèle économique totalement what the fuck. On leur explique qu'on va prendre aucune subvention et que de toute façon on va faire des économies parce qu'on va pas payer la SACEM, parce qu'on est contre la privatisation des droits par des sociétés privées, etc., etc. Bon. Sur le modèle économique, on raconte qu'on va vendre des trucs, mais ils savent pas quoi. Voilà. Et par contre, on met la gomme sur l'éditorial vraiment, et on a cette chance assez incroyable de lancer très rapidement. On vient de l'internet et du logiciel, comme je le disais, donc on sait faire des sites internet un peu rapides, et on lance en un week-end un site de recueil de témoignages de toutes celles et ceux en fait qu'on avait croisés pendant 1 an d'activité de Libre-à-Toi, des syndicalistes, des universitaires, des ouvriers, bref. Et on lance cette plateforme de témoignages, pourquoi il faudrait absolument que Cause Commune existe sur la bande FM parisienne. Et là, on a un flot de trucs super top, plus de 500 témoignages qui arrivent sur la plateforme, et on pose avec notre dossier, on imprime, c'est pas très écolo, désolé, on imprime les 500 témoignages, voilà, et on arrive et on dépose ça à l'ARCOM. Donc ça, c'est un truc, je pense, qui les a fait marrer, parce que je pense qu'ils les ont pas lus, mais c'est pas grave. Et surtout, il y a un truc qu'on a fait à ce moment-là, et là je le dis à toutes celles et ceux qui s'interrogent sur comment on fait, est-ce qu'il y a des règles, machin, blabla, c'est qu'on a cassé un code assez précis, et je pense que d'autres éminents représentants de la libération des radios et de ce milieu ici présent pourront en témoigner. En fait, il y a un truc qu'on fait pas, c'est publiquement annoncer qu'on est candidat. Voilà, et ça, nous on a cassé ce code-là, et alors on nous l'a reproché quand on l'a eu, évidemment, parce qu'on nous a plus ou moins accusé d'avoir fait du lobbying ou je ne sais quoi. Moi juste je savais pas comment ça marchait, donc je me dis il n'y a pas de raison, on est candidat, pourquoi on dirait pas qu'on est candidat. Et en fait j'ai d'autres radios maintenant amies qui étaient candidates. Elles ont finalement obtenu plus tard des fréquences en radio numérique terrestre, m'ont dit dès le lendemain de la décision de l'ARCOM que en fait c'était un bon coup d'avoir été bref, on savait pas, on a cassé ce code là et ça a plutôt fonctionné. Alors pour revenir donc sur le truc, septembre 2016, on dépose ce dossier dans les modalités que j'évoque. Juste pour vous dire, la décision de l'ARCOM, c'est mars 2017. Mars 2017. Donc il se passe quand même un peu beaucoup de temps. De quoi, en vrai, démobiliser complètement les gens que j'avais embarqués en 2015 dans Libre-à-Toi, au point que la décision de l'ARCOM, c'était le 8 mars, que le 7 mars, j'ai reçu la démission de tout le monde de l'association, et que le 8 mars, quand j'ai l'ARCOM qui m'a appelé, c'est comme ça que je l'ai appris, pour me dire bravo, toi, vous avez la fréquence, j'étais tout seul. Voilà. Et ça, c'est véridique. Donc voilà, alors pourquoi ce délitement du collectif initial? Parce que je le dis, il y a à un moment donné peut-être de ma part une mauvaise communication sur les intentions initiales, et le fait que, bah oui, à un moment donné, on peut un peu sentir l'air du temps et se dire qu'il y a peut-être un truc plus fun à faire que de monter un petit tiers-lieu dans le plus gros tiers-lieu d'Europe et faire un peu plan-plan des conférences, etc., qu'il y avait une fréquence à prendre, qu'il n'y en avait pas eu depuis 92, peut-être c'était plus rigolo. Et ça s'est pas bien passé parmi l'équipe, et surtout, moi personnellement, j'étais persuadé qu'on obtiendrait cette fréquence. Du coup, je me suis mis à réfléchir à comment l'exploiter. Parce que je disais tout à l'heure que cette ressource, elle est gratuite et publique, c'est vrai.
On ne paye pas l'Arcom pour cette fréquence, par contre on paye pour diffuser sur la fréquence. Un opérateur, alors en plus avec des disparités selon qu'on est à Paris ou en région, puisqu'on peut s'autodiffuser en région, à Paris on ne peut pas le faire, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de saturation de la bande FM, c'est hyper critique d'émettre avec des aéroports, etc., etc. Enfin, il faut une vraie compétence. Et surtout, voilà, il n'y a pas de droit à l'erreur. C'est au millimètre de position de ton antenne que tu tues un avion, en fait. Et il y a quelques exemples, en fait, assez. Et je parle des communications. Hein. Je parle pas de. Tu vas pas faire tomber l'avion avec ton antenne. Juste le fait que subitement, tu es en train de parler dans ton micro pour dire de la merde. Je sais pas, une émission de Peps, par exemple, un jeudi, et tu as le Boeing qui est au-dessus, qui n'entend plus la tour de contrôle, mais il entend Merlin. Pareil. Et c'est arrivé, en fait, c'est pour ça que je le dis, mais c'est arrivé à une radio amie qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel. Bref. Et qui émet à Paris aujourd'hui. Et donc, du coup, combien ça coûte voilà, cette ressource gratuite? Par exemple, pour Cause Commune, émettre en demi-fréquence sur le 93.1, ça coûte 23 000 € par an. Voilà. Donc je me dis, bon ok, très bien, on peut jouer les punks et faire semblant d'avoir un modèle économique, mais à un moment donné, il y a des factures, il va falloir les payer. Donc j'ai commencé à essayer d'embarquer donc, mes camarades dans, voilà, comment on imagine un modèle, au moins pour la première année, qui nous permette déjà d'avoir des locaux, puisque opérer une radio, forcément, c'est avoir des locaux. Et puis, du coup, payer les factures. Bon, bref, et c'est là que j'ai perdu tout le monde, en fait. Donc moi, je me suis lancé un petit peu dans le truc. On est resté finalement 2, puis 3, à essayer de trouver un local pour le jour où l'Arcom nous dirait ok, c'est bon, vous pouvez installer votre radio, et puis pour payer les factures. Et c'est là que j'ai commencé à développer ce qui était plus ou moins déjà inscrit dans les statuts de Libratoire, un service de déploiement associatif d'Internet. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu payer la première année de facture. Donc ça, c'était le gros truc dans l'histoire de la radio qui était un peu complexe. Et puis après, évidemment, comme tous les collectifs, ça fait 6 ans qu'on émet maintenant. Il y a eu des rotations parmi les équipes qui, à un moment donné, ont fait les contenus. On est stabilisé là depuis à peu près 4 ans. Au niveau des statuts, on est sur une organisation collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de machin, c'est une direction collégiale. Et l'ensemble de nos producteurs et productrices sont des membres de fait de l'association. Voilà, on a tenté le salariat, nous ça a été un échec total, on l'a fait 1 an, ça nous a coûté énormément d'argent pour pas grand chose, et du coup on a arrêté. Et donc tout le monde est bénévole, ce qui est aussi une contrainte dans le fait de produire 12 heures de programme par jour. Voilà. Désolé d'avoir été si long. Mais je pourrais répondre éventuellement à des questions plus précises. Alors pour la source, tout a commencé par des rencontres et des envies de partager. Donc je ne vous cacherai pas que ça s'est fait majoritairement au sein des Gilets jaunes, mais pas que. Parce qu'auparavant, c'était tout un groupe de citoyens qui se retrouvaient très souvent sur les mêmes manifs, qu'elles soient sociales, environnementales et climatiques. Et en fait, c'est ces Gilets jaunes qui nous ont fait vraiment nous dire, cette fois-ci, on a fait toutes les assos, on a fait toutes les manifs possibles, on a eu un groupe d'action aussi, Extinction Rébellion, et puis on s'est dit on veut du concret, on veut construire, et ça a commencé par des jardins partagés en 2019. Sur lequel on a vite embrayé en fait sur un sel jaune, un système d'échange local. Donc le but en fait c'est l'échange de services, de biens, de savoir, mais il fallait aller plus loin et on voulait vraiment créer aussi un lieu de vie pour pouvoir partager en fait toutes les idées qu'on partage ici tous ensemble.
Et donc l'idée de l'épicerie participative et coopérative, elle est devenue évidente. Et donc principalement pour avoir une alimentation moins chère, on réussit à avoir entre 15 et 30% des prix inférieurs de 15 à 30% de moins à produits comparables. Aussi pour des questions écologiques, bien sûr. Et puis surtout, on avait cette idée de responsabilité. On est ce que l'on mange et ce que nous sommes. Et tout ça, on voulait... tous les producteurs qui sont autour de nous, c'est vraiment des entreprises familiales. Et donc, on a aussi cet esprit de famille. Et voilà, on a voulu lancer ça, cet esprit-là, comme ça, dans la source. On voulait aussi entrer en complémentarité, parce qu'il y a plein d'autres choses dans notre coin. Des formules comme les AMAP, des magasins de producteurs, des groupements d'achat, des épiceries solidaires aussi. Et donc, le jeu, voilà, c'était de manger à prix juste pour les producteurs, en respect de leur travail, et puis aussi pour tous les membres de l'asso, où on se dit consomme-acteur. Ça, on aime bien, et puis c'est clair. Voilà. Donc, on a commencé en basse ville, à Dunkerque, dans un quartier, le quartier plus populaire de Dunkerque, dans un bureau, comme je vous disais, de 15 mètres carrés, où on a commencé avec 4 producteurs seulement. On payait 250 € de loyer, puis rapidement on s'est rendu compte que on avait, nos amis et nos familles ont voulu s'ajouter à cette épicerie, et pour pouvoir s'appeler épicerie, il faut pouvoir offrir un panel de produits et justement donner tous les moyens pour pouvoir s'émanciper de la grande distribution. Et donc en fait on a grappillé petit à petit les locaux d'une maison en se rendant compte que il fallait vraiment avoir notre lieu, et on a déménagé à 300 mètres de là. La chance et puis aussi beaucoup de travail de la part de Fabrice, chez qui l'idée de l'épicerie participative a germé, et grâce à un noyau de gilets jaunes, c'est sorti de terre et c'est devenu concret. Et puis depuis 5 ans aujourd'hui, c'est une joie et en même temps une lutte de tous les jours pour que la source elle vive, parce qu'on peut créer des choses, mais l'énergie, il faut la transmettre. Quand on est dans un noyau de personnes qui sont porteurs, il faut rapidement, je pense, faire germer les idées et les envies auprès des autres pour pas fatiguer les gens, et justement pour ouvrir encore plus les perspectives. Et puis quand on est plus nombreux et qu'on est sur un plateau où on discute tous ensemble, on fait des réunions mensuelles, on fait là la semaine prochaine on a notre assemblée générale. Je sais plus où je voulais en putain. Votre histoire, des moments forts quand vous êtes passé de la maison. Oui, par exemple, moment fort, oui, déménagement. On a déplacé une épicerie qui était déjà assez conséquente, et en fait, on a tout déménagé avec des caddies, des chariots, qu'on n'avait que 300 mètres à faire. On était tous là, sourciers qu'on était, avec des frigos sur les chariots. On a investi ce lieu petit à petit parce qu'il était très grand avec beaucoup de pièces, et donc on s'est dit aujourd'hui on a notre épicerie. On faisait déjà des cantines solidaires, des cantines à prix libre et conscient, et donc en fait c'est le lieu qui a fait que on a plein d'autres activités qui sont offertes aux sourciers. On a je vais sortir le mot, je vais dire son prénom, c'est Michel, qui propose en fait un bureau social dans lequel on aide les sourciers qui ont des problèmes dans la gestion de leurs problèmes administratifs et sociaux, recherche de logement, etc. Ouais, ça c'est cool.
on a perdu justement Fabrice en décembre dernier. Ça s'est dit, et puis après ça va passer. Chez qui tout a germé, et notre plus grand défi aujourd'hui, c'était justement cette personne en qui on avait, qui nous a appris beaucoup de choses sur la solidarité et sur nous-mêmes, à sortir de notre zone de confort, à aller s'ouvrir à plein de choses, comme venir dans un lieu comme ça. Je trouve ça absolument incroyable. C'est la première fois pour moi, en dehors de notre épicerie, et ça, je pense que aussi c'est vachement important d'aller à la rencontre des autres. Et donc notre challenge aujourd'hui, c'est continuer à te faire vivre la source. Et puis je pense se dire tout simple gilet jaune qu'on était, c'est accessible à tous, sachant que le support qu'on a, toutes les semaines, les sourciers, ils passent leurs commandes, et le vendredi, ils viennent tous chercher leurs commandes qui ont été préparées la veille par les sourciers, et pour les produits frais le jour même. Ouais, voilà. Et notre challenge, c'est ça, c'est qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait des sources partout en fait, tout simplement. C'est possible. Pour essayer de faire vite et concis, alors du coup on a commencé à Saint-Nazaire, réquisition citoyenne, du coup sur à peu près 2 maisons, première maison une semaine après le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc plusieurs maisons où clairement c'était que des militants. Là on faisait pas d'accueil, d'hébergement social. Là c'était vraiment que des militants qui souhaitaient se réapproprier leur pouvoir de décision et d'essayer de voir comment on pouvait essayer de créer un monde meilleur. C'est toujours une question qui se pose, mais du coup on essaye. Après, un an sur Nantes, on est venu sur Nantes, première maison. Du coup là on a été clairement confronté au manque social, ou en tout cas de pouvoir les combler, les personnes qui sont à la rue. Donc là clairement on s'est dit ok, on fait de l'accueil inconditionnel, ou du moins on essaye, parce que pour faire la petite parenthèse, potentiellement je tends à faire de l'accueil inconditionnel, mais très clairement je ne suis pas médecin, je ne suis pas addictologue, je ne suis pas tout plein de choses, et finalement il va quand même falloir des règles pour pouvoir vivre en collectif, parce que il nous faut quand même une ligne directrice pour pouvoir maintenir quelque chose d'harmonieux, de ne pas se faire crouler par l'alcool qui est clairement très très présent, en tout cas dans la précarité, tout comme la drogue ou plein de déviances qui finalement sont une finalité là où on ne voit plus d'espoir. Donc à notre sens c'est quand même super intéressant de pouvoir essayer de voir comment avec nos forces on peut essayer d'avancer, et voir comment avec nos faiblesses ne pas dire aux voisins tiens j'ai une petite bière, bah viens on va aller boire, et après on est tous bourrés et on peut pas lutter quoi. Genre l'alcool c'est ça tue la lutte, et la drogue aussi. Donc essayer de reprendre une force populaire et d'avoir l'espoir de pouvoir y arriver, et finalement de pouvoir avancer. Ok, je m'écarte. Première maison, du coup finalement on est sur Nantes, première maison sur Nantes, on fait de l'accueil inconditionnel. Là on essaye de lancer quelque chose avec un rapport de force avec la mairie. Deuxième maison, là c'était le grand collège abandonné, magnifique, parce que du coup c'est là où je suis arrivé, j'étais en tente, on m'a proposé de venir, le lendemain ils me font une chambre dans le côté des familles. Là c'est utopique dans ma vie, là je suis en mode waouh, on me demande pas qu'est-ce que je veux faire comme depuis la 6e. Là clairement est-ce que tu as envie d'aller en récup pour pouvoir aider le collectif ou les gens. Là j'ai senti mon pouvoir et mon sens en tant que petit peuple de pouvoir essayer d'aider une forme commune. Donc du coup là ça m'a donné espoir, en tout cas dans cette façon-là de pouvoir agir hors et loin de toutes les sphères capitalistes qui me demandent toujours de l'argent, qui me demandent d'être comme ci, comme ça, qui finalement m'intéressent pas. Bon, bref. Du coup, Gralin, c'était vraiment super intéressant dans cette force-là, parce que du coup, il y avait quand même ce lien entre nous, la classe précaire, et d'autres qui sont un peu moins précaires, mais pour autant, on essayait de s'unir. Donc clairement, on avait quand même des factures exubérantes, donc on essayait de faire aussi des événements, d'essayer de créer de la collectivité là où il n'y avait plus espoir. On a quand même survécu au Covid, qui était juste génial, parce que du coup, de base, on était censé être pas plus de 80, autant dire qu'en vrai, on était du 150, et on essayait de pas faire plus. Bon,
Voilà, c'était génial. Au bout de 1 an et demi, on se fait expulser. Voilà, 6 heures, toc toc, on dégage. Donc ça veut dire que nous qui avions nos cartes d'identité, c'était dehors. Les personnes qui n'avaient pas de carte d'identité, qui n'avaient pas de visa, tout ça, finalement, ils ont été hébergés 1 semaine, histoire de... Je sais pas trop. En fait, ça sert à rien, clairement, parce que finalement, les personnes, elles sont remises dans la nature, là où finalement, elles sont pas aidées, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus rien. Et en fait, c'était juste pour à peu près aider, enfin, se donner bonne figure à l'opinion publique, là où en vrai, on sait très bien que ça n'a vraiment rien servi, à part donner des armes à l'extrême droite en disant oui, ils utilisent nos hôtels, ça sert à rien, c'est à cause d'eux, tout ça. Enfin, bon. Du coup, moi, on était clairement... Oh oui, parce que là, c'était intéressant. À Gravelines, on était vraiment dans un trio. Le bâtiment appartenait au diocèse. Donc, du coup, il y avait quand même ce côté-là où aider son prochain, ça reste dans ses idéaux politiques, enfin, idéaux de base. Donc, du coup, ce qu'on faisait, c'était OK. Par contre, réquisitionner, c'était un peu moins son truc, mais nous mettre dehors, bon, c'était aussi pas trop son truc. Du coup, il nous laissait faire. Mais si la préfecture vraiment était... complètement au contrario, en vrai finalement ça nous faisait sauter, donc au bout d'1 an et demi on s'est fait sauter. De là finalement nous on s'est retrouvés à la rue, une grande partie de notre groupe est partie à la ZAL, le temps que d'autres ont essayé de refaire des réquisitions. Au bout d'1 an et demi, on a enfin réussi à négocier une convention avec la mairie, donc là on y est toujours depuis 2 ans et demi. Ce qui est juste dommage pour nous, c'est qu'on ne puisse pas faire d'accueil d'hébergement parce que finalement le nombre de personnes à la rue est en train d'augmenter sans aucune visibilité et dans le silence total. Donc du coup, moi c'est surtout ça qui me porte, c'est un peu l'aspect social et voir comment on peut essayer d'aider autrui et de finalement aussi surtout abattre ce système monétaire qui est en train de, à mon sens, nous diviser encore plus et nous mettre en compétition là où en vrai on pourrait miser la solidarité et l'entraide et l'unité. Bon, voilà, ça c'est mon utopie. Et que du coup, pour les perspectives d'avenir, je crois que je vais juste me laisser vivre par mon utopie que j'ai jamais pu voir à cause de l'individualisme. Et je vous souhaite de tous y croire, et c'est comme ça qu'on va y arriver, parce que finalement, en vrai, je crois qu'on n'a rien d'autre à faire que ça, et c'est ce qui me paraît le plus sensé. En tout cas, force à toutes et tous. Merci beaucoup Alice. Alors je vous propose qu'on prenne les questions maintenant de vous. Alors deux choses que je vous propose. D'une part, qu'on commence par une question d'une femme et qu'on essaye de s'imposer une question d'homme et une question de femme. Après on donnera la parole ici parce qu'on a la chance d'avoir un plateau qui est quand même plus que paritaire. Par ailleurs, je vous propose qu'on ne prenne pas tant de questions de ça parce que je vois que les gens commencent à fatiguer et à quitter petit à petit la salle aussi parce qu'il se fait faim. Et peut-être qu'on peut se donner 10 minutes quand on aura fini les questions qui sont dans la salle pour couper la caméra et poser 1 ou 2 questions sur les choses un peu pirates que vous avez mis en place parce que de fait vous avez compris qu'ils arrivaient à construire des trucs mais en louvoyant avec le pouvoir. Et il y a peut-être un moment donné où il faut être capable de dire des choses qui ne sont pas totalement entendables de façon publique. Voilà, donc je laisse la parole à la salle. Dites-moi qui veut poser une question. Bien sûr, tu peux poser ta question, mais je commence par te souhaiter joyeux anniversaire, camarade. Tu veux venir poser ta question ici ou tu veux la poser de là où t'es ? Comme je suis un peu toto, j'aime bien rester là où je suis, mais je peux venir pour le micro peut-être. Je sais pas. Oui, ici, vas-y. Ok. Déjà, merci pour vos interventions. J'ai trouvé ça super intéressant, notamment de voir comment tu organises au jour le jour aussi une lutte sur le terrain pour s'approprier un commun, gérer une équipe, gérer une activité, ce qui n'est pas facile. Et ce qui n'est pas facile parce que du coup, t'as pas forcément les moyens à disposition. Tu peux avoir les gens, tu peux avoir l'espoir, mais les moyens ils sont soit accaparés par l'État, tu dois avoir des autorisations pour pouvoir diffuser sur une fréquence ou pour pouvoir produire de l'énergie.
ou bien tu as les moyens aussi financiers, c'est-à-dire c'est les propriétaires et les personnes qui ont le capital qui peuvent lancer des projets et qui peuvent les faire vivre et les renouveler durablement. Et donc moi je me demandais comment est-ce que vous, très concrètement, vous avez fait face aux problèmes financiers, comment est-ce que vous avez trouvé s'il y avait eu besoin de l'argent pour pouvoir commencer à lancer vos activités et du coup aussi à les faire vivre, et comment est-ce que ce problème-là il se pose et comment est-ce que du coup, très concrètement, vous vous confrontez au problème de l'argent avec les loyers, avoir un local ou quelque chose comme ça, le payer du coup, ou avoir les moyens pour se financer le matériel dont on a besoin, parce que du coup, les moyens économiques, ça reste un truc qui peut plomber tout un projet, quoi. On prend peut-être une deuxième question. Pas de question. Ok, c'est parti. Si, j'en ai une. C'est pour rebondir sur les premières interventions. Quand on parlait des gilets jaunes, je m'excusais un petit peu. Il y a de tous dans les gilets jaunes, et il y en a effectivement qui étaient là pour le diesel, pour la taxe. Alors moi j'ai eu des conversations très intéressantes parce que je dis, moi je suis désolé, j'ai été aussi dans des zones isolées, j'ai jamais eu de voiture, j'ai mes arguments à moi, donc c'est plus compliqué que ça d'y construire. Dans un autre registre, le diesel, c'est pas le peuple au final qui... Bon, ils y ont intérêt. Mais c'est un monsieur qui s'appelait Calvé, de chez Renault, qui a imposé le diesel en France, donc un technocrate de l'État, pour une raison toute simple, ils avaient trop de surproduction de fuel, il fallait les couler quelque part. Donc pour les couler, ils ont imposé à la population le diesel, tout simplement, en disant que c'était moins cher que l'essence, et ils nous ont pourri accessoirement nos poumons. Et du coup, c'est quoi ta question ? C'est de dire que les choses, en fait, le système, pour moi, le système technicien, à l'âge où je suis maintenant, je partage les idées d'un certain Kaczynski Théodore, il va falloir aller à un échelon, parce qu'on a tout essayé, il n'y a rien qui avance, et à un moment donné, voilà. Ok, donc il n'y a pas de question, donc on va passer directement à la réponse à la question du camarade dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Faites-lui un beau cadeau avec une belle réponse. On commence par toi, Laetitia. Tiens, prends celui-là parce que tu parles doucement. Comment on fait techniquement, financièrement? Déjà, avec beaucoup de solidarité et d'engagement. Ça, c'est la première chose pour commencer quelque chose. Et puis, nous, on a fait ça crescendo, petit à petit. Une fois qu'on estimait avoir les moyens d'aller au-delà, on est allé au-delà. En fait, concrètement, tous les moyens qu'il fallait, par exemple, pour avoir une épicerie, plein de choses, des meubles, des frigos, etc. En fait, on a commencé avec de la récup, tout simplement. On a commencé avec des choses qui venaient des écoles, des universités, qui étaient données, qui étaient mises à la rue. Et en fait, on a commencé une épicerie, je dirais pas de briques et de broc, parce que tout était fonctionnel, mais on a commencé en fait avec les moyens du bord. Et comme certains créeraient un magasin comme ça en claquant des doigts en Inde, on a essayé plus ou moins de faire la même chose avec les moyens qu'on avait à nos dispositions, avec tous ceux qui avaient cette envie de la créer. Et avec un groupe d'une vingtaine de personnes, on a fait 6e débrouille tout le temps, pendant longtemps, malgré qu'on a tout de suite créé l'asso avec des statuts, etc., un conseil d'administration. Et puis disons qu'au fur et à mesure des mois et des années, on se perfectionne. En élargissant le groupe, on a des nouvelles compétences qui arrivent et ensemble, tout simplement, on avance. Et à notre rythme, en essayant toujours quand même d'y aller à fond, parce qu'on est quand même des gens super motivés. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on a toujours été indépendants financièrement et on compte le rester. Ça aussi, c'est une lutte. Et puis c'était...
quand on a vu qu'on pouvait aller au-delà et qu'il y avait des moyens financiers, on s'est dit, créer un emploi, ça a du sens. Et donc, on l'a fait avec... sans beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, c'est toujours viable aujourd'hui. Je ne dis pas que ça le sera encore demain. Mais en tout cas, tout ce qui est possible de faire, on l'essaye. Si on se plante, on se plante. Si on réussit, et dans ce cas, on va au-delà, on l'améliore, etc. Voilà. En ce qui nous concerne. Moi, je veux bien prendre en faisant un pas de côté sur la réponse à la question. Tu as amené la question du salariat. Et après, je pense qu'à ma gauche, il y aura pas mal de choses à dire sur tout ce qu'on peut faire sans trop de thunes. À Énergie de Nantes, on n'a pas trop de thunes et celle qu'on se fait, c'est les factures de nous-mêmes, de l'énergie. Donc on ne cherche pas à maximiser, on marge au minimum de quoi payer le loyer du local, la maintenance du moulin, et voilà. En revanche, on voit bien que dans le système actuel, c'est pas évident d'avoir des personnes qui arrivent à se rendre disponibles pour faire tourner la question des moyens humains. Et on a mis en place quelque chose qu'on appelle entre nous la subsistance, c'est-à-dire quand tu contribues au commun, le commun essaie de contribuer aussi à ta subsistance. Et donc quand tu vas dans une ferme et que tu contribues, tu repars avec ton panier de légumes, c'est très palpable. Chez nous, c'est pas possible, on produit des kilowattheures. Tu repars pas avec tes kilowattheures ce soir. Mais du coup, on a un tarif mouliniste pour les personnes qui sont impliquées, pour les camarades qui mettent la main à la pâte, qui font vraiment tourner le commun. Et donc, en fait, finalement, tu contribues à ta production et donc elle te coûte moins cher. Et on met aussi en place un système de rétribution pour les personnes vraiment qui sont impliquées au quotidien et qui donc, en étant dans le commun, ne vendent pas leur force de travail ailleurs. Et donc, pour contribuer à leur subsistance, il y a un système de rétribution où chaque mois, les personnes viennent faire une demande auprès du commun en disant moi, ce mois-ci, ça serait chouette que j'ai 100 balles de la part du commun, si c'est possible. Et ces demandes-là ne se font pas sur la base du nombre d'heures que tu as faites. C'est pas totalement décorrélé, mais c'est pas sur cette base-là. C'est en fonction de comment tu as contribué et de comment tu es situé dans la société, quelles sont les oppressions systémiques que tu vis par ailleurs, quel accès au marché tu as, est-ce que tu as des handicaps qui font que c'est difficile de gagner de la thune ailleurs ou autre. Vraiment en fonction de plein de paramètres et de tes aléas. À ce moment-là, tu t'es fait de la thune, tu n'as pas besoin, tu continues à contribuer, et à un moment, tu as besoin et tu demandes une rétribution. Donc voilà, on ne finance pas un ETP, on ne finance pas un équivalent temps plein, un salarié, on n'a pas les moyens, mais on met en place avec peu d'argent une manière de rétribuer un peu les personnes pour que ça ne soit pas juste du temps donné à 100% partout, tout le temps, et que ça contribue à leur subsistance. Voilà, avec tout le moyen, on peut faire ça. Alors chez nous, l'argent c'est compliqué. En vrai, on habite en squat, on arrive à faire du coup des récup alimentaires par la défiscalisation, parce qu'on a une association. Notre collectif c'est la Maison du Peuple, notre association c'est Soutien Maison du Peuple. Donc là on est clairement sur du président, trésorier, truc de base. La deuxième association elle est montée en collégial du coup avec la base, qui nous permet d'avoir le lieu sous convention. Bon. Du coup, la récupération alimentaire, c'est là où finalement, côté alimentaire, en vrai, ça va, on arrive à s'autogérer, on arrive à aller chercher les choses et à pouvoir aussi redistribuer aux personnes dans le besoin. Financièrement, vraiment, palpablement, en vrai, il y en a plusieurs dans le collectif, à part ceux qui ont moins de 25 ans, on touche le RSA. C'est clairement pas suffisant, mais en vrai, c'est grave ça. Genre là, c'est ma première année dans les 25 ans, c'est ma première année dans le RSA. J'avoue que je suis trop contente. Genre là, j'ai l'impression d'être payée à militer contre l'État, alors que c'est eux qui me payent, en vrai, entre guillemets. Du coup, en vrai, finalement, quand j'arrive à essayer de faire sortir des sous, c'est clairement le 5 du mois où j'arrive à essayer de le mettre dans le collectif, soit pour l'essence, soit pour toutes les parts qui vont pouvoir nous aider à nous. Je dis pas que c'est quelque chose de super viable, mais en tout cas, moi qui, à mon sens, n'ai pas le temps d'aller travailler,
Je suis super contente de pouvoir pallier par ça. On verra dans quelques années comment va rester le RSA, parce que pour l'instant ça pue du cul, pue des fesses, mais du coup en vrai pour l'instant c'est compliqué. Mais en vrai au-delà de ça, moi j'essaye de faire un peu la propagande à nettoyer ce besoin systémique de monétaire. Enfin je pense que là on est vraiment trop enfermé dedans, on est trop dans l'appât de vouloir avoir ce petit truc à soi et surtout de le garder bien à soi, de pas penser aux voisins, de s'y cacher et de l'individualisme quoi. Et je pense que ça c'est quelque chose de tellement dangereux dans nos rapports humains, de comment on banalise en fait cette façon-là qui nous éloigne des autres, que finalement ça nous donne même plus une option de pouvoir ensemble y arriver et de voir comment s'organiser. Je fais une autre aparté parce que je trouve ça trop intéressant. Dans notre collectif, là, ça va faire 2 ans, on fait des thérapies de groupe. C'est là, comme ça, franchement, ça vend du rêve. Quand on y est, on est sur 3 semaines enfermés ensemble, à se raconter nos vies, quitte à pleurer entre nous et finalement à apprendre à se connaître. Et je crois que ça a été, là, depuis 2 ans, la chose qui nous a aidés à nous unir, en tout cas dans notre collectif. Ça m'a permis de pleurer comme un oignon devant mes camarades et de leur expliquer pourquoi, par exemple, je suis sensible à tel sujet. Mais c'est parce qu'en fait, il y a eu une petite part de trauma et finalement, maintenant, je sais qu'ils prennent des pincettes, en fait, en m'en parlant. Et ça, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir essayer d'exprimer de la tolérance, de connaître aussi les failles de l'autre et de savoir justement vers là où on peut utiliser ses forces et non pas appuyer ses traumas. Que, à mon sens, du coup, c'est une des formes qui nous a le plus aidé pour essayer de s'unir et de pouvoir apprendre en fait à vivre les uns avec les autres, qui est vraiment super compliqué parce qu'en vrai, franchement, on est plein de rhétorique, on est plein de caractères de merde. Enfin, la plupart ont vécu à la rue et ont vu ce côté de survie, peur de l'autre. Enfin, ça apporte beaucoup de trauma et je pense qu'en vrai, dans ce côté authentique, à se dire les choses cash avec des mauvais mots parfois. En vrai, les claques verbales, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus évoluer. Et je crois que j'avais besoin en vrai d'entendre que l'autre il me dise « mais t'es super casse-tête en fait toi » sur ces sujets-là. Et je crois qu'en fait c'est que si j'avais pas eu ces petites phrases qu'on m'envoie pour le bien de notre petit groupe, en fait j'aurais jamais pu évoluer comme on voulait le faire ensemble. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on prend plus le temps dans nos communications, de pouvoir appuyer en fait notre sensibilité parce qu'on en a tous et la société de toute façon veut qu'on avance tout droit, qu'on fasse de l'argent et surtout qu'on soit pas sensible et qu'on cache finalement un peu ce qui est dans nos profondeurs. Mais je pense que c'est vraiment le plus important pour pouvoir essayer de remettre un peu une forme d'horizontalité finalement sur ce qu'on veut. Bon, je me suis complètement écarté du financier parce que je crois que ça m'intéresse pas tant que ça. Mais financièrement, en vrai, là en ce moment, comment on s'organise, c'est on fait des vides-greniers tous les dimanches, deuxième dimanche du mois. Donc ça, c'est une façon qui nous permet d'aller récupérer des dons où les personnes nous déposer des dons qui permettent justement de faire du prix libre. Parce que du coup, en vrai, moi, je vais pas chercher de l'argent. Moi, je leur dis, t'as pas d'argent, on va pas te crever un rein en fin de mois, je te jure, je te le donne. Genre, enfin, je crois que l'argent, pour moi, c'est le problème, mais en même temps, il va falloir qu'on arrive avec, parce que si demain j'ai faim, en fait, je vais aller à l'épicerie du coin parce que j'ai pas d'autre option et que j'ai pas le temps de cultiver. Enfin, du coup, merci la source de faire ce qu'il a à faire, mais désolé, mais on est un peu loin de Nantes pour que je puisse venir tous les jours. Mais en tout cas, si on peut se réaccaparer ces domaines-là, parce que c'est, à mon sens, super primordial de pouvoir y croire et de pouvoir le faire. Bon, je suis désolé que beaucoup travaillent et qu'en fait n'ont juste pas vraiment le temps. Mais je pense que c'est dans cette complémentation-là que finalement aussi, nous, petits schlags, on arrive à faire ce qu'on fait habituellement. Mais voilà pour la thérapie et pour le côté financier. Mais j'espère qu'on arrivera à déconstruire tout ça et qu'on arrivera à faire popper en tout cas tous les domaines dans lesquels nos besoins fondamentaux tiennent. Parce que finalement, je pense que si on arrive à se réaccaparer nos besoins fondamentaux, c'est là où l'État est obsolète, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, et que je trouve ça vraiment super. Je pense que lutter contre et lutter pour sont quand même complémentaires. Si on fait que lutter contre, c'est compliqué. Si on fait que lutter pour, finalement, on s'éloigne aussi de ce qu'il faut essayer d'abattre et pointer du doigt et essayer de mettre en lumière. Du coup, je pense que lutter contre et lutter pour est vraiment complémentaire et c'est à nous finalement de voir dans quelle énergie aussi on a envie de porter notre projet, de quelle façon finalement on peut la mettre sur la table et comment nous, ensemble, on peut essayer de mettre le couvert et manger ensemble. Du coup, j'espère en tout cas que même moi, de ma petite bourgade, Nantes, on va réussir à faire du lien avec la capitale qui est à vous et qui, à mon sens,
et c'est propice quoi. Enfin, là je pense que là on a quand même une bonne base pour pouvoir réussir collectivement là où en fait on ne nous donne pas les cartes. Force à tous. Merci beaucoup. Olivier, tu veux répondre aussi sur la question économique ou pas? Parce que c'est un peu spécifique peut-être. Rapidement. Bon, joyeux anniversaire du coup. Oui, non, c'est un peu spécifique le financement de la radio, parce que comme je le disais, nous on est sous le coup de la loi de 86, que la loi de 86 a créé ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est le ministère de la Culture qui tient les rênes. Et d'ailleurs qui le met en danger sur cette mandature-là et puis juste la précédente, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, c'est la seule subvention à laquelle on accède aujourd'hui, parce que c'est pas une subvention en l'occurrence, elle est juste calculée sur notre produit annuel et X produits, X subventions. Et le reste, comment on fait? On fait de la coprod, on fait des ménages. Là, on a fait Vivendi là, il n'y a pas très longtemps. Je déconne. Assemblée générale. Non. Donc voilà, non, on couvre des conférences pour des camarades, notamment dans le monde de l'urbanisme transitoire, parce qu'on est plutôt potes avec eux et qu'on aime bien ce qu'ils font, et ils ont un peu d'argent et ça leur fait plaisir de nous le donner. Donc voilà, c'est ce qui permet de tenir la boucle, en sachant que, juste pour faire court, facture, diffusion, loyer, etc., la radio, sans rien faire, elle coûte entre 46 et 50 000 euros par an. Donc voilà, il faut juste les trouver. Et on en trouve à quasiment 70% dans le fonds de soutien, et le reste, on fait des prestats. Ce qui fait que du coup, comme on est tous bénévoles et qu'on n'a pas vraiment d'autres sources, sinon la charité publique, on fait des campagnes de financement qui ne marchent pas du tout, mais on a des dons annuels assez réguliers, on récupère à peu près entre 7 et 8 000 euros de dons. Des gens qui nous suivent depuis 2015 et qui régulièrement nous donnent de l'argent, ça nous aide beaucoup. On n'a pas exploré le système de cotisation pour nos producteurs et productrices, les gens qui font la radio. Ça se fait dans les radios associatives normalement. Moi, j'ai jamais trouvé de modèle qui me satisfaisait, donc je préfère compter sur l'investissement des uns, des unes et des autres pour faire vivre le lieu. On a abandonné l'idée de salarier des gens, mais en fait, c'est mis en place un système de mécénat de compétences entre les producteurs et productrices que je trouve assez cool. S'il y a des nouveaux, quelqu'un qui tient une émission fait la réalisation de cette émission et puis il apprend à l'autre à le faire, etc. Et c'est un modèle qui marche plutôt pas mal. Donc les comptes là on les équilibre, par contre on n'a pas plus, donc ça ne nous permet pas vraiment de faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est un peu la limite du modèle. Donc là on est content, on a de fréquences, on a des émissions super, on n'en a pas assez, donc voilà, ça manque un peu de... Voilà. Et du coup, pour en avoir un peu plus, il faudrait peut-être un peu pouvoir investir dans un ou une technicienne permanente, par exemple, qui pourrait accueillir des animateurs et animatrices bénévoles, producteurs d'émissions, parce qu'en même temps, quand quelqu'un vient nous proposer un projet, on lui dit bon, par contre, il va falloir que tu te démerdes tout seul pour produire ton truc. Tout de suite, c'est un peu plus compliqué à lancer la machine d'une nouvelle production. Donc voilà, aujourd'hui, on équilibre les comptes, mais on ne fait pas plus que ce qu'on sait faire, on ne fait pas trop mal, mais voilà, c'est la limite du modèle et c'est ce à quoi on réfléchit clairement en ce moment. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça c'est important pour le fonctionnement de l'épicerie en clair, que ce soit la gestion, etc. On a un logiciel qui a été créé par Fabrice Joyeux, ça ne s'invente pas. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient créer une épicerie, ce logiciel, il sera disponible à ceux qui voudront se lancer dans ce genre d'aventure. Voilà, ça c'était important de le dire. Comment ? Il n'a pas de nom. Il existe. C'est le site de la source. Excusez-moi, vous avez un site, une page web, quelque chose ? La source épicerie participative, d'accord.
Parce que ça, c'est clair qu'il y a de plus en plus de besoins là-dessus, compte tenu qu'on se pose vraiment de manière générale la question d'une bonne alimentation, une bonne et riche alimentation, et prise en charge par nous-mêmes, les consommateurs, en lien avec les producteurs. Donc, trop bien. Ce logiciel va être magique. Redis le nom de la source au micro, du site. La source épicerie participative. Alain Kerr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vous propose qu'on clôture cette super table ronde par une question, justement, dans le sens de ce que tu disais, qui était la dernière question qui m'était réservée pour la fin. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui veulent faire comme vous? Comment on fait comme vous? Comment on répand vos graines de figuier sauvage, pour reprendre la métaphore du début? C'est quoi les tips? Ça me paraît assez important de le dire, parce que je crois que le projet ici, avec la commune des communs, c'est non seulement de visibiliser des expériences de communs concrètes qui existent aujourd'hui, mais de les multiplier, et surtout de pouvoir, à terme, dans le long terme peut-être, mais dans une réflexion collective qu'on peut entamer ensemble à partir de maintenant, comment on fédère tout ça, comment on montre que tous les communs qui existent partout, qui sont bien au-delà de vos 4 expériences, on peut construire une contre-société maintenant en existant en commun. Donc moi je pense que c'est vachement important si vous visibilisez quelles sont vos méthodes pour dupliquer la source, dupliquer Énergie de Nantes, dupliquer la Maison du Peuple, dupliquer la Radio Cause Commune sur d'autres territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, et tout ça, ça me paraît vachement bien. Qui veut commencer? Olivier? Laetitia, t'as l'air constante. Je dirais tout simplement être à l'initiative de créer des lieux de rencontre. En fait, à partir du moment où vous avez des lieux comme ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est vraiment pouvoir créer des lieux pour pouvoir échanger et partager. Se les créer, pas arriver quelque part dans un bistrot ou quoi. Je pense que c'est important de se créer un lieu après et puis d'y inviter un maximum de gens. Après, à partir de là, on crée des synergies ou quoi, puis on se dirige vers les choses qui nous intéressent ou pas, quoi. Ouais. Concernant la radio, déjà, j'ai tendance à dire simplement oser si vraiment vous avez envie de. Enfin, s'il y a une envie de créer une radio aujourd'hui, alors pas une web radio, parce que ça, en réalité, maintenant, c'est hyper simple de le faire, c'est absolument donné à n'importe quel citoyen ou citoyenne un peu geek. Mais si l'idée c'est vraiment d'aller récupérer cette ressource publique et gratuite que sont les ondes, c'est déjà oser simplement répondre aux appels à candidature qui sont nombreux. Alors à Paris tout à l'heure je disais c'était saturé, mais sur la FM en tout cas, en région il y en a régulièrement, et surtout vient de se libérer, c'était en expérimentation longtemps et là c'est massivement mis en avant par les autorités publiques, énormément de ressources radioélectriques au travers de ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, qui démultiplie en fait les possibilités aujourd'hui de créer sa radio. Après, ça c'est pour le fait que des appels à candidature existent, il faut pas avoir peur d'y répondre. Après, nous, notre dossier à l'Arcom, il est public, donc déjà vous pouvez y accéder. J'avais été frustré, moi, de demander à nos camarades des radios associatives de France et de Navarre de me proposer leur dossier, parce que je ne savais pas comment on le remplissait. Il n'y en a pas une qui m'a donné son dossier, en croyant que j'allais les pirater sans doute. Donc nous, on a mis notre dossier, voilà, c'est un dossier gagnant pour le coup. Et sinon, quoi d'autre, le logiciel pour faire tourner une radio, il y a du logiciel qui le fait, on le fait à la radio. Notre système de diffusion, c'est exclusivement du logiciel libre. Donc voilà, demandez aux camarades de Cause Commune si vous avez envie de construire une radio, on pourra vous donner quelques clés. Mais il faut oser d'abord aller chercher la ressource quand l'Arcom vous propose de la prendre. Voilà.
La question c'était... Comment on fait comme vous? Comment on fait comme vous? Ok. Première chose, communauté. Avoir un groupe d'entraide et juste commencer déjà à s'organiser ensemble. Dès le début, parler des systèmes de domination, de ce qu'on produit entre nous. Parce que du sexisme ordinaire, il y en a et ça va vous péter à la gueule si vous laissez ça sous le tapis. Donc en parler dès le début et déjà juste apprendre à s'organiser avant de commencer à prendre des engagements financiers, des trucs matériels conséquents. Parce qu'après c'est la course contre la montre pour réussir à tenir. Ne pas laisser, du coup, on a eu un petit échange bref avec Laetitia. À Nantes, on a une épicerie participative un peu géante qui, elle, s'est fait un peu gangréner par des vieux blancs bourgeois qui étaient très dispo pour s'investir et qui a vidé le projet d'une essence politique comme ça et de la solidarité qui était vraiment l'élan initial. Donc, pareil, c'est toujours cette prévention des systèmes de domination. Quelles sont les balances de pouvoir qui se mettent en place dans le collectif, veiller à garder sa raison d'être, sa radicalité d'origine. Et si vous voulez vous réapproprier la question de l'énergie, Énergie de Nantes sera là en ressources. Nous, on considère vraiment que ce qu'on a fait, c'est pas juste pour le faire à Nantes, c'est pour ouvrir une brèche dans le capitalisme. On l'a fait, on a cet agrément, on peut en faire bénéficier n'importe quel collectif partout en France, même outre-mer, partout en France pour développer et pouvoir faire de la facturation d'électricité que vous pourriez produire. Donc on travaille nous aussi avec des outils libres, on développe, on documente nos pratiques d'organisation, de subsistance, logiciel, enfin sur tous les plans. Et donc on a ouvert la brèche et à vous de suivre. Du coup, pour faire comme nous, tac tac tac, je pense qu'il vous faut des bâtiments vides. Je pense que vous en aurez. De là, déjà nous, on essaye de ne pas s'attaquer au privé. Les personnes, on s'attaque à l'État, on s'attaque à ce qui appartient à la mairie, ce qui nous permet aussi derrière de faire un rapport de force. Donc du coup, c'est beaucoup de repérage avant l'ouverture, c'est beaucoup de essayer de savoir si c'est utilisé ou pas. Du coup, après aussi, on va dans le lieu, on change les serrures. Du coup, potentiellement, on a quand même la clé. Après, au bout d'un moment. Et après, très vite, on arrive sur les besoins. Donc, comment on fait pour faire fonctionner les chiottes et les tenir propres, longtemps. Comment on fait pour ramener les lecs aussi sur place. Donc, demandez à EDN. Ils peuvent vous aider. En termes de batterie physique ou même installer les lecs directement. Après, il y a tout comment on fait pour allumer l'eau, parce qu'on a besoin d'eau. Donc, du coup, c'est tout plein de petites techniques qui permettent d'ouvrir les tuyaux et de pouvoir avoir. Bon, tout ça, c'est interdit, il faut le savoir, parce que Casbarian va vous taper sur les doigts. Mais potentiellement, du coup, on serait accaparé les bâtiments vides qui ne sont pas utilisés depuis longtemps. Et puis là, très vite, on en vient à on a faim, on a envie de dormir et on veut pouvoir vivre à peu près dignement. Donc, du coup, très vite, en vrai, le côté collectivité vient sur le tapis. Et en vrai, je pense qu'il vous faut quand même un bon petit groupe. À voir si vous faites une ouverture publique. Depuis le dernier Intersquat, on a remarqué que ça ne marchait plus tant que ça. Genre rendre très public une ouverture très vite, en vrai la répression arrive, donc du coup c'est compliqué. Nous on a plus tendance à vouloir ouvrir en soum-soum, comme on appelle. Du coup c'est vraiment du repérage, du coup ouverture, mais on ne proclame rien sur les réseaux, juste on garde un peu sur le côté, on met les lecs, on met l'eau, et là déjà potentiellement il y a un foyer qui peut être mis à disposition aux personnes dans le besoin. Donc en vrai, potentiellement, si vous avez un groupe, fait du repérage et des moyens pour pouvoir vous subvenir à l'intérieur de ce bâtiment, en vrai, déjà, vous avez la moitié du taf et vous pouvez faire des événements, essayer de faire un peu, collectiviser ce moyen et se réaccaparer et donner aussi la légitimité aux gens de pouvoir se saisir de ça. Moi, je crois que j'ai mis 2 ans et demi à pouvoir sortir de l'ombre de la personne qui m'avait ramené dans ce collectif. Et en fait, je pense qu'on est vraiment tous légitimes à pouvoir porter ça. Je pense qu'on a tous faim, on a nos besoins fondamentaux, et si on n'a pas d'argent, finalement, on ne peut pas les régler. Du coup, faisons ça par nous-mêmes, et surtout très vite, parce que là, ça pue les fesses. Force. Est-ce que on a des questions encore dans la salle qui ont émergé suite à ces choses plus concrètes? Eh ben, si la réponse
réponse est non. Ah, peut-être une ultime question. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres collectifs comme vous, d'autres communs avec qui vous contribuez en dehors de théâtre? On est en lien avec d'autres communs? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres communs avec qui vous collaborez souvent, des choses comme ça? Ouais, c'est quoi la prochaine conférence de la Communauté des communs? On invite qui? Et je pense qu'après cette question, on clôturera. La coopérative funéraire de Rennes, c'est très intéressant. Ils ont fait une coopérative funéraire pour gérer la mort. Et parce que la mort est très chère. Qui dit coopérative ne dit pas forcément commun. Il y a plein de coopératives. Oui, mais assez celle-ci, elle ressemble à vos expériences. Une question, Jules? Oui, je vous demande pardon, j'ai écouté en fragmenté, mais il me semble qu'à un moment, la question de la génification des communs par un afflux de bobos qui ont du temps, qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions, mais qui du coup ont des problématiques autres, a été posée. Et je me demandais si la question de statut paritaire sur la question de la classe sociale a déjà été débattue éventuellement, et si oui, quels critères vous auriez pu retenir, parce que c'est compliqué malgré tout de définir ce que c'est que la parité sociale. Est-ce que c'est le revenu? Est-ce que c'est le temps disponible? Est-ce que c'est le fait d'avoir un logement? Est-ce que c'est le fait d'avoir des diplômes, etc. Donc j'aimerais bien savoir si cette réflexion a eu lieu et où elle en est, si je l'avais pensé à cette question. Peut-être des questions un peu dures là sur la tête. Bon, Force, qui veut commencer? Je te dirais que c'est intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, la source, elle est ouverte à tous. Hormis, non, il n'y a pas d'hormis en fait. La source est ouverte à tous, donc oui, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir plancher. De notre côté, c'est également un commun ouvert à toutes et tous, donc il n'y a pas de... voilà, on n'a aucune idée, entre guillemets, objective de l'origine sociale, du statut social, des personnes qui arrivent. En revanche, pour toutes les personnes qui s'appliquent un petit peu, on essaie de faire culture commune sur ces questions de visibilisation, d'où on vient, d'où on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment je suis située, voilà, socialement, quel système de domination me touche ou pas, et donc on parle aussi de la question de la classe. Le camarade en question n'écoute plus, mais... Non, c'était une réponse à ta question, c'est pour ça, comme tu n'écoutes pas, Pas de souci. Ce que je te disais, c'est qu'on ne fait pas une parité sociale à l'entrée, entre guillemets. Par contre, on travaille à visibiliser de comment est composé le collectif. On a vraiment des temps où on parle de comment on est situé, de quels sont nos biais, de voilà, comment le collectif est composé, et qu'est-ce que ça limite, et qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette forme d'entre-soi-là. Alors, il est quand même assez large, hein, mais... Voilà, qu'est-ce qui fait que parfois ça manque de représentativité sur certaines questions, notamment sur la question sociale. Et le travail qu'on fait sur la subsistance, c'est justement pour permettre à des personnes de s'affranchir un peu plus du salariat et de pouvoir venir contribuer et vivre un peu ce qui se passe dans le commun. Et du coup, sur la question des autres communs que vous connaissez? Qui vous coopérez surtout? Alors là, sur la question très très pointue de Julie, nous en ce qui nous concerne, et comme je le disais tout à l'heure, le truc c'est que nous, le commun, c'est surtout la ressource qu'on utilise, c'est les ondes, donc je reviendrai juste après sur plus précisément ta question. Julie, alors sur voilà, nous le truc c'est qu'on est un outil. On a construit un modèle et on a en tant que média, on a une orientation, une identité éditoriale, et en fait la seule contrainte à l'entrée, c'est de venir nous proposer des projets qui viennent accroître ce projet éditorial, cette identité éditoriale. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a moins d'émissions prévues, parce qu'il y a plein de trucs qu'on vient nous proposer qui n'ont rien à voir avec notre radio, juste parce qu'on est à Paris, qu'on a des beaux studios et qu'on a envie de se lancer dans le podcast, et ce serait cool de bénéficier gratos du lieu. Donc évidemment, ça on s'est fait avoir la première année, on n'a pas recommencé après.
Mais voilà, donc en vrai, l'idée c'est de réussir à créer une communauté d'intérêts et de biens communs autour de la compréhension de ce que cet outil peut avoir d'impact auprès de celles et ceux qui nous font le plaisir à la fois de l'écouter, puis de celles et ceux qui viennent produire des émissions, parce que c'est réciproque, tu vois, le principe. Donc voilà, alors pour répondre à ta question, du coup, on est en relation avec plein de communs, c'est celles et ceux qui portent des projets et des valeurs qui s'approchent des nôtres. On peut parler de PEPS, c'est un commun qui a l'antenne tous les jeudis soirs entre 21h et 23h. On a l'April, qui est l'association de promotion du logiciel libre, qui depuis le début, ils en sont à leur 240e émission, propose une hebdomadaire autour de l'informatique libre et du logiciel libre. Voilà, je pourrais en décliner plein, mais c'est ça. Et du coup, encore une fois, pardon. Non, c'est après. Mais non, mais après c'est très simple d'aller voir sur le site. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que Cause Commune n'est rien sans celles et ceux qui font les programmes en fait. Et en même temps, on a besoin parmi l'équipe qui gère tout ça d'être très 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 ferme sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Donc c'est un peu paradoxal, mais du coup si on veut avoir une cohérence d'ensemble et prendre le plus de force possible par rapport à ce qu'on veut défendre, le monde d'à côté, t'as raison, on lutte, en frontal, on est contre ou on est pour, bref, on est à côté, voilà, il faut être hyper exigeant, donc ça peut être long à mettre en place, ça peut faire qu'il y a pas mal de rediff, etc. Mais voilà, non, nous on est vraiment un outil et notre job en fait c'est effectivement de payer les factures, d'être allé chercher la fréquence, peut-être demain d'aller en chercher d'autres, parce que c'est aussi un moyen de développer la radio. Et puis voilà. Et puis sinon, causecommune.fm, bien sûr, vous pouvez aller voir les programmes. Les communs, c'est PEPS, hein. Et puis la Maison du Peuple. Et de ce que je connais, parce que auparavant je faisais pas de présentation et je suis pas forcément au courant de tous les contacts, mais je sais qu'il y en a beaucoup, mais je peux pas les donner parce que je les connais pas. Nous, concernant le lien avec d'autres communs, du coup, vous avez compris que la Maison du Peuple et Énergie de Nantes font déjà beaucoup de choses ensemble, on est très liés. Et on a également à Énergie de Nantes un lien fort avec un commun un peu informel autour de l'alimentation, où nous, on est en capacité d'accueillir du stockage de légumes et de financer un peu d'entretien de matos. Et puis, du coup, il y a toute une partie des légumes dont on peut profiter, qui est disponible pour Énergie de Nantes. Et voilà, on se fait la bouffe ensemble souvent. Donc voilà, c'est limité, mais voilà, il y a quand même la question du logement, la question de l'alimentation et de l'énergie qui arrivent à communiquer et à s'entraider. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette assez géniale conférence. En tout cas, moi, je me suis régalé à vous écouter. Et je pense que vous avez donné des perspectives à la fois extrêmement utopistes et extrêmement concrètes pour montrer qu'en fait, ce système, on l'aura. À la fin. Vive la commune, bonne soirée à tout le monde.